Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Alexandre Dumas que nous allons partir en vadrouille, puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de Gabriel Lambert, le bagnard de l'opéra. Alors nous retrouvons donc Gabriel, ce cher et tendre faussaire, pourtant charmant, mais qui est condamné à mort et qui demande à son ami le médecin d'aller demander sa grâce au roi. Donc c'est le chapitre 18, une veillée du roi. Il était 10h30. Je voulus prendre congé d'eux, mais tous me répondirent qu'avec ma permission, ils resteraient chez moi à attendre l'issue de ma visite à Sa Majesté. J'arrivai aux Tuileries. Il y avait cercle chez la reine. La reine, les princesses et les dames d'honneur, assises autour d'une table ronde, travaillaient selon leur habitude à faire de la tapisserie destinée à des œuvres de bienfaisance. On me dit que le roi s'était retiré dans son cabinet et travaillait. 20 fois, il m'était arrivé de pénétrer avec Sa Majesté dans ce sanctuaire. Je n'eus donc pas besoin de me faire conduire. Je connaissais le chemin. Dans la chambre attenante, travaillait un des secrétaires particuliers du roi nommé L. C'était un de mes amis, et de plus un de ces hommes sur le cœur duquel on peut toujours compter. Je lui dis quelle cause m'amenait, et le priai de prévenir Sa Majesté que j'étais là et que je sollicitais la faveur d'être admis près d'elle. Elle ouvrit la porte. Un instant après, j'entendis le roi qui répondait « Fabien, le docteur Fabien ? Eh bien, mais qu'il entre !» Je profitai de la permission, sans même attendre le retour de mon introducteur. Le roi s'aperçut de mon empressement. « Ah, dit-il, docteur, il paraît que vous écoutez aux portes. Venez, venez. » J'étais fortement émue. Jamais je n'avais vu le roi dans une circonstance pareille. Un mot de lui allait décider de la vie d'un homme. La majesté royale m'apparaissait dans toute sa splendeur. Son pouvoir, en ce moment, participait du pouvoir de Dieu. Il y avait alors sur le visage du roi une telle expression de sécurité que je repris confiance. « Sire, lui dis-je, je demande 1000 fois pardon à votre majesté de me présenter ainsi devant elle sans qu'elle m'ait fait l'honneur de m'appeler. Mais il s'agit d'une bonne et sainte action et j'espère qu'en faveur du motif, votre majesté me pardonnera. En ce cas, vous êtes 2 fois le bienvenu, docteur. Parlez vite. Le métier de roi devient si mauvais par le temps qui court qu'il ne faut pas laisser échapper l'occasion de l'améliorer un peu. Que désirez-vous ? J'ai souvent eu l'honneur de débattre avec votre majesté cette grave question de la peine de mort. Et je sais quelles sont sur ce sujet les opinions de votre majesté. Je viens donc à elle avec toute confiance. Ah, je me doute de ce qui vous amène. Un malheureux, coupable d'avoir fabriqué de faux billets de banque, a été condamné à mort par les dernières assises, avant-hier. Son pourvoi en cassation a été rejeté et cet homme doit être exécuté demain. Je sais cela, dit le roi. Et j'ai quitté le cercle pour venir examiner moi-même toute cette procédure. Comment vous-même, sire ? Mon cher monsieur Fabien, continua le roi, sachez bien une chose, c'est qu'il ne tombe pas une tête en France que je n'ai acquis par moi-même la certitude que le condamné était bien véritablement coupable. Chaque nuit qui précède une exécution est pour moi une nuit de profondes études et de réflexions solennelles. J'examine le dossier depuis sa première jusqu'à sa dernière ligne. Je suis l'acte d'accusation dans tous ses détails, je pèse les dépositions à charge et à décharge. Loin de toute impression étrangère, seul avec la nuit et la solitude, je m'établis en juge des juges. Si ma conviction est la leur, que voulez-vous ? Le crime et la loi sont là, en face l'un de l'autre, il faut laisser faire la loi. Si je doute, alors je me souviens du droit que Dieu m'a donné, et sans faire grâce, je conserve au moins la vie.
Si mes prédécesseurs eussent fait comme moi, docteur, peut-être eussent-ils eu, au moment où Dieu les a condamnés à leur tour, quelques remords de moins sur la conscience. Et quelques regrets de plus sur leur tombeau. Je laissais parler le roi. Et je le regardais, je l'avoue, avec une vénération profonde. Cet homme tout-puissant qui, tandis qu'on riait et qu'on plaisantait à 20 pas de lui, se retirait seul et grave, et venait incliner son front sur une longue et fatigante procédure pour y chercher la vérité. Ainsi, aux deux extrémités de la société, deux hommes veillaient occupés d'une même pensée. Le condamné, c'est que le roi pouvait lui faire grâce. Le roi, c'est qu'il pouvait faire grâce au condamné. Eh bien, sire, dis-je avec inquiétude, quelle est votre opinion sur ce malheureux? Qu'il est bien véritablement coupable. D'ailleurs, il n'a pas nié un seul instant, mais aussi que la loi... Oui, que la loi est trop sévère. Ainsi, j'ai donc l'espoir d'obtenir la grâce que je venais demander à votre majesté. Je voudrais vous laisser croire, monsieur Fabien, que je fais quelque chose pour vous, mais je ne veux pas mentir. Quand vous êtes entré, ma résolution était déjà prise. Alors, dis-je, votre majesté fait grâce? Cela s'appelle-t-il faire grâce, dit le roi. Il prit le pourvoi déployé devant lui et écrivit en marge ces deux lignes. Je commue la peine de mort en celle de travaux forcés à perpétuité. Et il signa. Oh, dis-je, cela serait, sire, pour un autre une condamnation plus cruelle que la peine de mort, mais pour celui-là, c'est une grâce, je vous en réponds, et une véritable grâce. Votre majesté me permet-elle de la lui annoncer? Allez, monsieur Fabien, allez, dit le roi. Puis, appelant elle, faites porter ces pièces chez monsieur le garde des Sceaux, dit-il, et qu'elles lui soient remises à l'instant même, c'est une commutation de peine. Et me saluant de la main, il ouvrit un autre dossier. Je quittai aussitôt les Tuileries par l'escalier particulier qui conduit du cabinet du roi à l'entrée principale. Je retrouvai mon cabriolet dans la cour. Je m'y lançai et je partis. Minuit sonnait comme j'arrivais à Bicêtre. Le directeur faisait toujours sa partie de piquet. Je vis que je le contrariais beaucoup en le dérangeant. C'est moi, lui dis-je. Vous avez permis que je revinsse près du condamné, juste de la permission. Faites, dit-il. François, conduisez monsieur. Puis, se tournant vers son partner, avec un sourire de profonde satisfaction. 14 de dames et 7 piques sont-ils bons, dit-il. Parbleu, répondit le partner, d'un air on ne peut plus contrarié. Je le crois bien, je n'ai que 5 carreaux. Je n'en entendis pas davantage. Il est incroyable combien une même heure, et souvent un même lieu, réunissent de préoccupations différentes. Je descendis l'escalier aussi vivement que possible. « C'est moi !» criai-je. De l'autre côté de la porte, « C'est moi !» Un cri répondit au mien. La porte s'ouvrit. Gabriel Lambert s'était élancé de son siège. Il était debout au milieu de son cachot, pâle, les cheveux hérissés, les yeux fixes, les lèvres tremblantes, n'osant risquer une interrogation. « Eh bien ?» murmura-t-il. « J'ai vu le roi. Il vous fait grâce de la vie. » Gabriel jeta un second cri, étendit les bras comme pour chercher un appui, et tomba évanoui près de son père, qui s'était levé à son tour et qui ne tendit même pas les bras pour le soutenir. Je me penchai pour secourir ce malheureux. « Un instant, dit le vieillard en m'arrêtant. Mais à quelles conditions? » Comment? Comment à quelles conditions? Oui, vous avez dit que le roi faisait grâce de la vie. À Gabriel, mais à quelles conditions lui fait-il cette grâce? Je cherchais un biais. Ne mentez pas, monsieur, dit le vieillard. À quelles conditions? La peine est commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. C'est bien, dit le père. Je me doutais que c'était pour cela qu'il voulait vous parler seul, l'infâme. Et, se redressant de toute sa hauteur, il alla d'un pas ferme prendre son bâton qui était dans un coin. « Que faites-vous » lui demandai-je. « Il n'a plus besoin de moi, dit-il. J'étais venu pour le voir mourir et non pour le voir marquer. »
L'échafaud le purifiait, le lâche a préféré le bagne. J'apportais ma bénédiction aux guillotinés, je donne ma malédiction aux forçats. Mais, monsieur, repris-je, laissez-moi passer, dit le vieillard en étendant le bras vers moi, avec un air de si suprême dignité que je m'écartai sans essayer de le retenir davantage par une seule parole. Il s'éloigna d'un pas grave et lent et disparut dans le corridor, sans retourner la tête pour voir une seule fois son fils. Il est vrai que lorsque Gabriel Lambert revint à lui, il ne demanda pas même où était son père. Je quittai ce malheureux avec le plus profond dégoût qu'un homme m'ait jamais inspiré. Je lus le lendemain dans le Moniteur la commutation de peine, puis je n'entendis plus parler de rien. Et j'ignore vers quel bagne il a été acheminé. Là se terminait la narration de Fabien, le médecin. Chapitre 9. Le pendu. En revenant vers la fin du mois de juin 1841, de l'un de mes voyages d'Italie, je trouvais, comme d'habitude, une masse de lettres qui m'attendaient. En général, et pour l'édification de ceux qui m'écrivent, j'avouerai qu'en pareil cas, le dépouillement est bientôt fait. Les lettres dont je reconnais l'écriture pour venir d'une main amie sont mises à part et lues. Les autres sont impitoyablement jetées au feu. Cependant, une de ces lettres, timbrée de Toulon et dont l'écriture ne me rappelait aucun souvenir, obtint grâce m'ayant frappé par sa singulière suscription. Et cette suscription était conçue ainsi. Monsieur Alexandre Dumas, auteur dramatique en Europe, voire en passant à l'hôtel de Paris, s'il n'y serait pas. Je décachetai la lettre et cherchai le nom du flatteur qui me l'avait écrite. Elle était signée Rossignol. Au premier abord, le nom me resta aussi inconnu que l'écriture. Mais en rapprochant ce nom du timbre, je commençai à voir clair dans mes souvenirs. Les premiers mots, au reste, fixèrent tous mes doutes. Elle venait de l'un des 12 forçats qui avaient été à mon service lorsque j'habitais ma petite bastide du fort Lamalgue. Comme cette lettre a non seulement rapport à l'histoire que je viens de raconter, mais encore en est le complément, je la mettrai purement et simplement sous les yeux du lecteur, en lui faisant grâce des fautes d'orthographe dont il a vu un échantillon dans l'adresse et qui en déparerait le style. Monsieur Dumas. Pardonnez à un homme que ses malheurs ont momentanément séparé de la société. Je suis ici à temps, comme vous savez. Pardonnez donc à l'audace qu'il prend de vous écrire. Mais son intention lui servira d'excuse près de vous, je l'espère. Attendu que ce qu'il fait en ce moment, il le fait dans l'espérance de vous être agréable. Comme on le voit, la préface était encourageante aussi, je continuais. Il n'est pas que vous ne vous rappeliez Gabriel Lambert, celui qu'on appelait le docteur, vous savez bien. Le même qui n'a pas voulu aller chercher au cabaret du fort Lamalgue le fameux déjeuner que vous avez eu la bonté de nous offrir. L'imbécile. Vous devez vous le rappeler car vous l'aviez reconnu pour l'avoir vu autrefois dans le beau monde. Et lui aussi vous avez reconnu, que vous en étiez si fort préoccupé que vous en avez écrasé de questions ce pauvre père Chiverny, le garde churne, qui, avec son air méchant, est un brave homme tout de même. Eh bien donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur Gabriel Lambert, écoutez bien. Depuis son arrivée à l'établissement, Gabriel Lambert avait pour camarade de chaîne un bon garçon, nommé Acacia, qui était chez nous pour une fadaise. Dans une dispute qu'il avait eue avec des camarades, il avait donné, sans le faire exprès, en gesticulant, un coup de couteau à son meilleur ami, ce qui lui en a fait pour 10 ans, attendu que son meilleur ami en était mort, ce dont le pauvre Acacia n'a jamais pu se consoler. Mais les juges avaient pris en considération son innocence et, comme je vous l'ai dit, quoique son impudence eût causé la mort d'un homme, il lui avait donné un bonnet rouge seulement.
4 ans après votre passage à Toulon, et c'est-à-dire en 1838, Acacia nous fit donc un beau matin ses adieux. Justement, la veille, mon camarade de chaîne avait claqué. Et le résultat de ce double événement de départ et de mort que Gabriel et moi nous trouvons seuls, on nous accoupla ensemble. Si vous vous en souvenez, Gabriel n'avait pas l'abord gracieux. La nouvelle que j'allais être rivée à lui ne me fut donc agréable que tout juste, comme on dit. Cependant, je réfléchis que je n'étais pas à Toulon pour y avoir toutes mes aises, et comme je suis philosophe, j'en pris mon parti. Le premier jour, il ne m'ouvrit pas la bouche, ce qui ne laissa pas de m'ennuyer fort, attendu que je suis causeur de mon naturel. Cela m'inquiétait d'autant plus qu'Acacia m'avait déjà plus d'une fois parlé de l'infirmité qu'il avait d'être accouplé à un muet. Je pensais que moi, qui y suis pour 20 ans et qui par conséquent avait encore 10 ans à faire, mon jugement bien injuste, et que j'aurais bien certainement fait casser si j'avais eu des protections, étant du 24 octobre 1828, j'allais passer donc 10 années peu récréatives. Je m'ingéniais donc pendant la nuit sur ce que je devais faire. Et me rappelant le moyen qu'avait employé le renard pour faire parler le corbeau, « Monsieur Gabriel, lui dis-je, quand le jour fut venu, me permettez-vous de m'informer ce matin de l'état de votre santé ?» Il me regarda avec étonnement, ne sachant pas si je parlais sérieusement ou si je me moquais de lui. Je conservai la plus grande gravité. « Comment de ma santé ?» répondit-il. C'était, comme vous le voyez, déjà quelque chose. Je lui avais fait desserrer les dents. « Oui, de l'état de votre santé, repris-je, vous m'avez paru passer une mauvaise nuit. » Il poussa un soupir. « Oui, mauvaise, reprit-il. Mais c'est comme cela que je les passe toutes. »« Diable, repris-je. » Sans doute il se trompa au sens de mon exclamation, car, après un instant de silence, il reprit. « Cependant, rassurez-vous, quand je ne dormirai point, je tâcherai de me tenir tranquille et de ne point vous réveiller. »« Oh, ne vous donnez pas tant de peine pour moi, monsieur Lambert, repris-je. Je suis si honoré d'être votre camarade de chaîne que je passerai volontiers par-dessus quelques petits inconvénients. » Gabriel me regarda avec un nouvel étonnement. Ce n'était point ainsi que s'y était pris Acacia pour le faire parler. Il l'avait battu jusqu'à ce qu'il parlât. Mais quoiqu'il fût arrivé à un résultat, ce résultat n'avait jamais été bien satisfaisant et il y avait toujours eu du froid entre eux. « Pourquoi me parlez-vous ainsi, mon ami ?» me demanda Gabriel Lambert. « Parce que je sais à qui je parle, monsieur, et que je ne suis point un goujat, je vous prie de le croire. » Gabriel me regarda de nouveau d'un air défiant, mais je lui souris avec tant d'amabilité qu'une partie de ses doutes parut s'évanouir. L'heure du déjeuner arriva. On nous servit, comme d'habitude, notre gamelle pour deux, mais au lieu de plonger à l'instant même ma cuillère dans la soupe, j'attendis respectueusement qu'il eût fini pour commencer. Cette dernière attention le toucha au point qu'il me laissa non seulement la plus grosse part, mais encore les meilleurs morceaux. Je vis qu'il y avait tout à gagner dans ce monde à être poli. Bref, au bout de 8 jours, à part un certain air de supériorité qui ne le quitta jamais, nous étions les meilleurs amis du monde. Malheureusement, je n'avais pas beaucoup gagné à faire parler de mon compagnon. Sa conversation était des plus mélancoliques et il fallait véritablement toute la gaieté naturelle dont la Providence m'a douée pour que je ne me perdisse pas moi-même à une pareille école. Je passai 2 ans ainsi, pendant lesquels il alla toujours s'assombrissant. De temps en temps, je m'apercevais qu'il voulait me faire une confidence. Je le regardais alors, l'air le plus ouvert que je pouvais prendre afin de l'encourager. Mais sa bouche, à moitié ouverte, se refermait et je voyais que la chose était encore mise à un autre jour. Je cherchais quelle sorte de confidence cela pouvait être. Et c'était toujours une occupation qui me distrayait un peu. Lorsqu'une fois que nous marchions côte à côte, d'une voiture chargée de vieux canons qu'on enlevait pour la refonte et qui pesait bien 10 milliers,
Je le vis s'approcher d'elle et regarder la roue d'une certaine façon qui voulait dire « Si je n'étais pas un poltron, je mettrais ma tête là-dessous et tout serait dit. » De ce moment, je fus fixée. Le suicide est chose commune au bagne. Aussi, un jour que nous travaillions sur le port et que, profitant de son isolement, je le vis me regarder de sa façon accoutumée, je résolus d'en finir cette fois-là avec ses scrupules. Il faut vous dire qu'au bout du compte, il était assommant et que je commençais à en avoir par-dessus les oreilles, de sorte que je n'aurais pas été fâchée de m'en trouver débarrassée d'une façon ou d'une autre. Voilà, c'est sur ces réflexions que nous allons nous arrêter. C'était donc une histoire d'Alexandre Dumas, Gabriel Lambert, le bagnard de l'Opéra. Je vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!